Le DAF Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale. Tous les matins sur Urban FM. La meilleure radio de la capitale. Vous êtes sur les 104.5 Urban FM, on est avec Jean-Paul. Jean-Paul, bonjour. Bonjour, DAF Fresh. Comment tu vas ce matin? Ça va très bien. Alors, l'actualité internationale nous emmène où? Au Mali, nous allons essayer de décrypter la visite qu'effectue en ce moment Sergei Lavrov, le ministre des Affaires étrangères russe, sur le territoire malien. Il faut savoir que c'est sa première visite en tant que ministre des Affaires étrangères de Vladimir Poutine au Mali. Il faut également se rappeler que depuis 2020, le Mali a décidé de prendre un véritable tournant sur le plan de, à la fois la lutte contre le djihadisme, à la fois sur le plan sécuritaire et également sur le plan diplomatique. Parce qu'elle a décidé de multiplier les partenariats puisqu'elle estimait que, évidemment, elle n'était pas très satisfaite des résultats des partenariats qu'elle avait avec les Occidentaux, notamment sur la question de la lutte contre le djihadisme et la sécurisation d'une partie de son territoire qui est encore entre les mains de groupes terroristes et également une autre partie qui est entre les mains de groupes séparatistes, notamment dans la région de Gao, au nord-est du pays. Et donc, pour cela, elle a décidé, au nom de sa souveraineté, donc décidé de multiplier les partenariats et elle a donc décidé d'aller vers la Russie pour mettre en place un partenariat qui pourrait satisfaire ses ambitions de sécurisation du territoire et de préservation de l'intégrité de son territoire. Et donc, ce changement de terrain, ce changement de politique a été très très mal vu par les Occidentaux, notamment par la France qui est un allié historique du Mali. Il ne faut pas oublier qu'en 2013, la France est au Mali depuis pour lutter contre le djihadisme, même si elle n'a pas pu éradiquer cette menace-là. Et donc, par la suite, le Mali s'est tourné vers la Russie et la Russie a mis en place un certain nombre de moyens. Il y a des moyens matériels et logistiques. Pour le moment, les armées maliennes sont équipées en armes russes. Notamment, l'année dernière, les Russes avaient livré 2 hélicoptères à l'armée malienne justement pour soutenir les troupes au sol. Il y a également la présence de militaires russes. Les Occidentaux disent Wagner. Jusqu'à présent, le gouvernement malien avait évidemment nié cette allégation-là jusqu'à ce qu'ils reconnaissent effectivement qu'il y a parmi les militaires russes présents au Mali, il y a bien des membres de la milice Wagner, mais les autorités maliennes expliquent que ces Russes-là ont un rôle uniquement dans la formation des troupes maliennes, donc des rôles d'instructeurs, ce sont principalement des instructeurs, et ils ont aussi un rôle pour aider justement les autorités à réorganiser de manière globale leur armée afin de la rendre plus efficace et notamment plus efficace dans la lutte contre le djihadisme. Et donc, bien entendu, ce positionnement-là n'est pas du goût de tout le monde, principalement des Occidentaux, sur fond de crise, notamment liée à la guerre en Ukraine. Il faut savoir que les Occidentaux et certaines organisations non gouvernementales spécialisées dans les droits de l'homme accusent justement ces supplétifs russes-là d'être à l'origine d'exactions, notamment, on se rappelle, au centre et au nord-est du pays, dans la région de Gao et de Tombouctou. Et évidemment, ces accusations ont toujours été balayées d'un revers de la main, aussi bien par les autorités maliennes que les autorités russes. Il faut aussi bien comprendre que depuis l'année dernière, il y a le continent africain, ça c'est de manière globale, fait l'objet d'un regain d'intérêt aussi bien politique, parce qu'évidemment il y a une guerre d'influence que se livrent les géants de ce monde. Il y en a 3, à mon sens. Il y a principalement les États-Unis avec leurs alliés occidentaux. On a d'un autre côté la Chine et on a la Russie. Et donc, ces différentes puissances-là luttent pour avoir accès notamment aux ressources, aux matières premières du continent qui sont vraiment stratégiques. Et pour cela, il faudrait qu'elles puissent établir des rapports d'influence. Pour la Chine, ces rapports d'influence-là passent par le domaine économique. Il faut savoir que la Chine est le principal investisseur du continent africain. Ils ont détrôné les Occidentaux depuis au moins une dizaine d'années. Et donc, pour aussi pénétrer dans le continent et avoir accès à ces ressources-là, les Russes ont plutôt choisi l'aspect sécuritaire. L'aspect sécuritaire, pourquoi ? Parce qu'il faut savoir qu'il y a une très longue tradition de coopération dans le domaine militaire entre les pays africains et la Russie. Il faut savoir que depuis 1946, la Russie
avait œuvré énormément pour la lutte pour l'indépendance de plusieurs pays africains. On l'avait vu notamment, on avait vu des soldats russes combattre aux côtés de soldats africains, notamment qui luttaient pour leur indépendance. On se rappelle dans les années 70, par exemple, en Angola. On se rappelle aussi dans les années 80 au Mozambique, au Cap-Vert. Donc, toutes ces images-là, sans oublier les soutiens que, évidemment, les Russes ont toujours accordés aux pays africains aussi dans les années 60, notamment pour obtenir leur indépendance, là, sur le plan diplomatique. Et donc, ce qui fait que, traditionnellement, c'est sur le plan militaire que se base, évidemment, cette coopération. Sans oublier que beaucoup de militaires de haut gradé des armées africaines ont été formés en Russie. Il y a aussi une très forte coopération dans ce domaine-là. Et bien entendu, en termes d'équipement militaire, il faut savoir que le premier fournisseur d'armes du continent africain, c'est la Russie. Et donc, pour toutes ces raisons-là aussi, la Russie donc, a choisi le domaine militaire pour évidemment, elle aussi, essayer d'élargir ou de pénétrer, si tu veux, le continent africain. Maintenant, les grands perdants dans cette affaire, ce sont bien entendu les Occidentaux. Les Occidentaux, en tête desquels les anciennes pays colonisateurs, la France, l'Angleterre, le Portugal, l'Espagne, qui, durant plusieurs décennies, on doit le dire, se sont un peu reposés sur leur laurier. Du fait des relations très longues qui dataient de la colonisation qu'elles avaient obtenue, elles avaient pu maintenir des liens très forts à travers ce qu'on appelle la néocolonisation. En Afrique francophone, c'est ce qu'on a appelé la France-Afrique. Et donc, en maintenant des liens très forts par le biais de la néocolonisation, elles avaient pu se garantir un accès privilégié aux ressources et aux matières premières africaines. Et donc, ça a toujours été ainsi jusqu'au début des années 2000, où véritablement les choses ont changé, parce que les Chinois, les premiers, vont commencer à bousculer un peu tout ce monde-là. Mais il faut aussi reconnaître que les Occidentaux eux-mêmes, dans le recul de leur influence, se sont un peu tiré une balle dans le pied. Parce qu'à partir des années 90, lorsque l'on va mettre en place des plans d'ajustement structurel qui vont conditionner le financement d'infrastructures, de projets de développement par la Banque mondiale et le Fonds monétaire international, qui sont des instruments qui sont dominés, qui sont sous influence occidentale, on va commencer à conditionner l'accès à des ressources financières par une forme d'intrusion dans la gestion des pays par le biais de ces deux institutions financières-là. Et donc ça va évidemment rendre les relations un peu plus compliquées, parce que les gouvernements vont voir à travers les agissements de ces institutions financières et aussi d'autres, notamment l'Union européenne et autres, vont commencer à exiger, pour octroyer de l'aide aux pays africains, commencer à exiger de la manière dont ces pays-là devraient gérer les ressources que l'on met à leur disposition. Et justement, la Chine va changer dans son approche cette manière de gérer les relations avec les États africains, puisqu'elle va dire nous ne nous émissions pas. Il s'agit pour vous de nous dire ce dont vous avez besoin et nous vous dirons comment est-ce que nous allons mettre, bien entendu, les ressources dont vous avez besoin à votre disposition, et nous allons nous entendre sur la manière dont nous pourrons évidemment régler le remboursement de ces ressources-là. Et donc en général, les ressources se remboursent parfois en nature, notamment à travers le biais d'exploitation, d'avoir un accès dans l'exploitation des ressources naturelles. Et c'est par ce biais-là que, à la fois, la Chine a pu rapidement devenir d'abord le premier investisseur, puis le principal créancier du continent africain, grâce à cette politique de on vous donne des ressources financières et vous nous garantissez un accès à vos ressources minières et naturelles. Et donc, petit à petit, les pays africains vont se détourner des acteurs institutionnels que sont la Banque mondiale, le Fonds monétaire international, la Banque européenne d'investissement, l'Agence française de développement et toutes ces agences-là qui traditionnellement servaient justement à aider ces pays africains-là à accéder à des investissements. Et donc, ils vont se tourner petit à petit vers la Chine. Et donc, malheureusement, les Occidentaux ne vont pas changer dans leur politique, ils vont toujours rester, même c'est de mise jusqu'aujourd'hui, ils restent principalement ancrés dans ce qu'ils appellent les investissements. Derrière, on doit mettre des garanties par rapport à une certaine
formes de pratiques qui sont liées sur des valeurs. La valeur, c'est la démocratie, les droits de l'homme, la liberté de la presse, la bonne gouvernance. Alors que la Chine ne demande pas toutes ces garanties-là. Elle, tout ce qu'elle demande comme garantie, c'est soit une garantie de remboursement des ressources qu'elle met à votre disposition, soit en échange une garantie d'accès à vos matières premières. Et donc, c'est ce qui explique que très rapidement, la Chine soit devenue à la fois le principal investisseur et le principal créancier du continent africain. Et donc, lorsqu'elle a pu réaliser cette percée-là, d'autres pays se sont donc dit qu'il y avait quelque chose à jouer. Et donc, la Russie, par le biais de sa coopération militaire avec de nombreux pays, a décidé de choisir cet axe-là parce qu'évidemment, c'est l'axe dans lequel elle est le plus performant. C'est l'un des plus gros pourvoyeurs d'armes à travers le monde. Et donc, eux, ils ont choisi l'aspect militaire, d'abord en Centrafrique, puis au Mali. On soupçonne qu'ils vont bientôt aussi s'installer au Burkina Faso, où les relations, évidemment, entre la France et la junte au pouvoir aussi ne sont pas au beau fixe. J'en avais parlé ici. Le gouvernement burkinabé a demandé et obtenu de la part des Maliens de quitter le territoire. Et donc, tout ça fait que, évidemment, on est dans... Derrière, il y a un regain de tension entre la Russie et les Occidentaux. Et donc, Sergueï Lavrov vient au Mali, justement, dans ce cadre-là, pour d'abord raffermir les relations entre la Russie et le Mali. Il faut savoir que depuis la mise en place de cette coopération militaire en 2020, déjà, aucun officiel russe n'avait fait le déplacement du côté de Bamako. En général, c'était les officiels maliens qui allaient du côté de Moscou. Et donc là, il s'agit pour la Russie de bien confirmer qu'elle a bel et bien pris pied au Mali et qu'elle a l'intention d'y rester dans la durée. Dans le cadre d'une coopération militaire, certes, dans le cadre de la formation des armées maliennes, la formation des forces de sécurité maliennes, dans le cadre du renseignement, dans le cadre du soutien, notamment de l'armée malienne, dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, notamment dans la région du Nord et du Nord-Est. Et puis, elle a aussi décidé, ça c'est Sergueï Lavrov qui l'a annoncé, qu'elle va s'impliquer aussi dans le processus, si tu veux, de réconciliation intermalien. Il faut savoir qu'en 2018, les membres des milices Touareg qui étaient réunis dans le mouvement de libération de l'Azawad avec le gouvernement d'Ibrahim Boubacar Keïta avait signé en 2018 ce qu'on appelait les accords d'Alger. Ces accords-là ont été par la suite rejetés par le gouvernement d'Assimi Goïta. Et donc, depuis, on assiste à une espèce de volonté des groupes Touareg. Les groupes Touareg, notamment qui contrôlent la région de Kidal, avaient repris les armes et menaçaient donc de quitter cet accord d'Alger. Et donc, l'objectif également pour Sergueï Lavrov, c'est de renouer les contacts avec les membres des groupes du Front de libération de l'Azawad et de ramener, si tu veux, ces groupes-là à la discussion avec les autorités maliennes pour parvenir, si possible, à un nouvel accord et éviter une implosion de l'État malien, une implosion qui pourrait rendre encore plus difficile, si tu veux, l'action de la Russie sur le terrain dans ce pays. Et donc, c'est sur fond de toutes ces tensions-là, à la fois des tensions liées à la question sécuritaire et dans la question de la lutte contre le terrorisme, des questions aussi liées au risque de sécession de la région de Kidal, notamment au nord du Mali. Et puis aussi, il y a derrière une question de raffermissement des liens économiques, parce qu'ils vont également en discuter, des liens économiques où la Russie va certainement multiplier les investissements au Mali en échange de très certainement avoir un accès aux ressources minières et naturelles du Mali, parce que le Mali regorge de ressources. Hein. On a peut-être, nous, vu d'ici à Libreville, on n'en a peut-être pas tellement l'impression, mais le Mali regorge d'énormes sources, notamment de l'or. Et donc, pour la Russie, il s'agira de voir dans quelle mesure est-ce qu'il pourrait y avoir une coopération économique dans ce domaine-là. Bien entendu, cette visite aussi fait suite au passage, bien entendu, j'en avais parlé ici, sur le continent africain. Certes, il n'était pas passé par le Mali, mais d'Anthony Blinken. Donc, il y a cette espèce de ballet diplomatique-là que l'on va observer de plus en plus sur le continent africain, dans lequel
à la fois le bloc occidental, le bloc russe, le bloc chinois et d'autres pays aussi, notamment la Turquie aussi, qui essaye de s'imposer sur le continent africain, et d'autres vont suivre, le Japon, la Corée du Sud. Tout le monde s'intéresse au continent africain, c'est normal, parce que jusque dans les années 2000, on pensait que c'était la chasse gardée des pays occidentaux. La Chine a la première montré que non, les choses sont en train de changer, et la Russie a emboîté le pas. Eh bien, aujourd'hui, sur fond de recul de l'influence occidentale, on assiste à l'arrivée de nouveaux acteurs, et principalement les acteurs russes et chinois. Et c'est dans ce cadre-là que s'inscrit cette première visite à Bamako de Sergueï Lavrov. Merci Jean-Paul avec nous ce matin sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine dans Luda Fresh Morning. Restez connectés sur les 104.5. Le Da Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale.